La coordination des mouvements de l'Azawad, rébellion à dominant Touareg, a paraphé ce jeudi à Alger l'accord du 1er mars pour la paix au Mali. Cet accord, signé partiellement en présence de la médiation internationale, a donné lieu à une précision de la part de Bilal Al-Sherif, un responsable de la CMA. Pour lui, le paraphe de ce document et la signature de l'accord définitif sont et demeurent des actes juridiquement distincts, précisant que l'accord ne serait pas signé par la CMA à Bamako ce vendredi. Par ailleurs, un autre responsable de la CMA a affirmé que de nouvelles négociations auraient lieu avant une signature définitive. Le document avait été paraphé à Alger le 1er mars par le camp gouvernemental, mais pas par la rébellion qui, après avoir consulté sa base, avait indiqué ne pas pouvoir l'avaliser en état. Le texte prévoit la création d'assemblées régionales, mais comme le souhaitait Bamako, ni autonomie, ni fédéralisme. La CMA réclame la reconnaissance officielle de l'Azawad comme une entité gérée par une assemblée interrégionale et un quota de 80% de ressortissants de l'Azawad dans les forces de sécurité. Depuis 2012, le nord du Mali est tombé sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda après la déroute de l'armée face à la rébellion, d'abord alliée à ces groupes qui l'ont ensuite évincé. Des zones entières échappent encore au contrôle du pouvoir central. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair était l'invité du président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, ce mercredi à Abuja, la capitale du Nigeria. Au sortir des échanges, Tony Blair a affiché son enthousiasme et son optimisme quant à l'avenir du pays. En outre, il a affirmé un soutien continu de la communauté internationale en vue de relever les défis auxquels sont confrontés le pays. Évidemment, le futur et le destin du Nigeria est entre les mains des Nigérians. Je tiens à dire, Monsieur le Président élu, qu'il y a un soutien énorme pour vous et votre pays en ce moment et que nous sommes tous prêts à vous soutenir et vous aider. Le général Muhammadu Buhari a quant à lui félicité le gouvernement britannique pour leur soutien au Nigeria avant, pendant et après l'élection. Par ailleurs, le président élu reste optimiste quant à la reprise de la coopération avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Nous avons discuté la position de la Grande-Bretagne et les États-Unis sur la façon de nous aider à nous assurer que l'on se comporte selon les règles de notre Constitution. Le fait que cela ait été une réussite est un soulagement énorme pour nous et tous les gens de conscience partout dans le monde. Les Blairs Africa Governance Initiative et la Faith Foundation ont travaillé main dans la main pendant plusieurs années. En attendant la reprise en fonction de Muhammadu Buhari le 29 mai prochain, tout porte à croire que le nouveau gouvernement reste ferme dans sa détermination pour un Nigeria meilleur. Le projet de loi de prévoyance des lourdes peines de prison pour toute personne se rendant coupable de divulgation de secrets relatifs à la sûreté nationale ou de dénigrement de l'armée ou de la police en Tunisie fait grogner. Le projet a été jugé incompatible avec les standards internationaux des droits humains par 13 ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International. La société civile, elle s'est mobilisée fortement contre cette loi parce qu'elle comporte un certain nombre de dispositions en son sens qui sont à la fois anticonstitutionnelles, donc seraient en violation flagrante de la Constitution, et parce qu'ils sont en violation de nombreux textes internationaux dont la Tunisie est un pays signataire. Selon les 13 ONG, les formulations sont si vagues qu'elles accordent aux autorités une grande latitude pour procéder à des arrestations pour des motifs injustifiés et pourraient leur permettre de poursuivre ceux qui dénoncent des actes répréhensibles du gouvernement. On entre dans un domaine où le caractère vague et très général et absolument pas conforme au principe de l'égalité du projet de loi devient une bombe pour les droits et les libertés en Tunisie. Alors que la transition de la Tunisie vers la démocratie après la révolution de 2011 est représentée comme un exemple pour le reste du monde arabe par la communauté internationale, la société civile s'inquiète. Pour nombre d'observateurs, si le texte n'a pas encore été débattu, le fait qu'il ait été passé du Conseil des ministres à l'Assemblée des représentants du peuple est déjà un mauvais signe
car cela veut dire qu'il y a une volonté politique de le faire adopter. Le taux de chômage est descendu à son plus bas niveau au Royaume-Uni depuis mi-2008 et est à peine plus élevé qu'avant la crise financière internationale lorsqu'il évoluait à 5,2% à la fin 2007 et au début 2008. L'Office national des statistiques a comptabilisé près de 31,1 millions de personnes ayant un travail dans le pays et 1,83 million de chômeurs, soit 386 000 de moins par rapport à la même période un an plus tôt. Awar Archer, économiste chez IHS, a estimé que le marché du travail a connu une amélioration d'ensemble et qu'il s'attend à ce que le taux de chômage continue de baisser pour passer sous la barre des 5% d'ici à la fin 2016. Une solide croissance économique est attendue pendant les mois à venir pour soutenir la demande d'emploi, bien que la hausse de la productivité devrait réduire l'ampleur de la baisse du chômage, a poursuivi Awar Archer, évoquant des difficultés croissantes des entreprises à recruter dans certains secteurs. D'après les statistiques publiées mercredi, quelques 8,37 millions d'employés étaient à temps partiel à la fin mars et quelques 4,5 millions de personnes occupaient un emploi dit indépendant qui correspondent parfois à des petits boulots. Au Rwanda, le journaliste Fred Muvunyi a disparu. Aucune déclaration, aucune publication sur les réseaux sociaux depuis qu'il a annoncé mardi sur Twitter sa démission de la présidence de la Rwanda Media Commission, l'instance qui régule les médias dans le pays de Paul Kagame. Un départ qui surprend plus d'une personne quand on se souvient que les hommes de médias rwandais avaient obtenu la création de cette institution indépendante après de longues empoignades avec le gouvernement. Selon plusieurs spécialistes de la question qui ont souhaité s'exprimer, tels que Gonzaga Muganwa, le secrétaire exécutif de l'Association rwandaise des journalistes, Fred Muvunyi abandonne son poste de président de la RMC en raison de plusieurs pressions du régime Paul Kagame dont il est victime depuis plusieurs mois. Une assertion à prendre en considération étant donné les sanctions dont sont toujours victimes les journalistes dans le pays des mille collines. Réputé pour son indépendance, Fred Muvunyi aurait commencé à s'attirer les foudres des barons du régime de Kigali au dernier trimestre de l'année dernière. Par la voix de l'homme de médias, la RMC avait critiqué en fin d'année 2014 la suspension par le gouvernement de ce pays de la version Kenya-Rwanda de la radio BBC, accusée d'avoir diffusé un documentaire qui a soulevé la controverse au sujet du génocide de 1994. Sous sa présidence, la RMC s'est également opposée à un projet de loi du Premier ministre jugé liberticide. L'intérim à la tête de la Rwanda Media Commission est assuré depuis mardi par Cléophas Baroré, qui, comme le ministère de l'Information, estime que Fred Muvunyi n'a jamais été soumis à de quelconque pression. L'indépendance des médias ne semble pas encore d'actualité au Rwanda, pays dirigé d'une main de fer par Paul Kagame depuis le début du siècle, malgré de rares progrès. Dans le classement 2014 de la liberté de la presse, publié par Reporters sans frontières, le Rwanda occupe la 162e position sur 180 pays. Appelé parfois le tueur silencieux, l'hypertension est responsable d'un décès sur 2 par accident vasculaire cérébral ou par accident cardiaque. Cette maladie grave, dont on ignore souvent les causes, serait la première raison de mortalité dans le monde. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension est une occasion pour les autorités sanitaires de prendre en charge les malades souffrant de cette maladie dans leur pays. D'équiper les centres de santé de moyens et d'équipements, renforcer les compétences des travailleurs ou du domaine de la santé en matière de détection et de prise en charge de cette maladie. Rappelons, près d'1 milliard de personnes souffrent d'hypertension dans le monde, dont 40% des personnes atteintes dans les pays occidentaux. C'est dans la région africaine que la prévalence de l'hypertension est la plus élevée puisqu'elle touche 46% des adultes âgés de 25 et plus. Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, a ouvert hier mercredi au Caire une conférence internationale pour mettre en place les moyens de lutter contre les destructions sans précédent de vestiges de l'Antiquité par le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Cette conférence, qui prend fin ce jeudi, est organisée par l'Égypte et réunit des ministres et responsables du patrimoine culturel de 11 pays arabes et des experts étrangers de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, avec pour but de combattre ceux qui détruisent leurs histoires communes. And the stakes are high.
Les enjeux sont importants. Les pillages et destructions de sites archéologiques et musées ont atteint une échelle sans précédent. La destruction du patrimoine culturel, l'épuration culturelle est utilisée comme une tactique de guerre pour terrifier les populations, pour financer des activités criminelles et pour propager la haine. La réunion est organisée un mois après une nouvelle destruction de vestiges en Irak. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit les djihadistes de l'État islamique détruire à coups de bulldozers, de pioches et d'explosifs le site archéologique de Nimroud, joyau de l'Empire assyrien fondé au XIIIe siècle. Un autre défi qui s'ajoute dans la région du Moyen-Orient et qu'il faudra relever. La région du Moyen-Orient connaît plein de défis. L'enjeu le plus important est la destruction directe et indirecte des antiquités et du patrimoine de l'humanité. La conférence du Caire intitulée « Propriété culturelle sous la menace, l'impact culturel, économique et sécuritaire au pillage d'antiquités au Moyen-Orient » a pour objectif d'unifier les efforts pour contrer cette menace. La qualification de la Juventus est parfaitement méritée à confier son entraîneur qui s'attend à une finale compliquée face au FC Barcelone et son trio offensif de feu. Nous avons mérité cette finale parce que les joueurs y ont cru jusqu'au bout. En première mi-temps, nous avons maintenu un équilibre important sur le terrain. Battre le Barça, c'est compliqué, même si c'est sur un seul match. Quand on joue face à des grands joueurs, il faut avoir la patience de les contenir. Suarez et Neymar sont en excellentes conditions, comme Messi, et il faudra faire un très bon match. Restera-t-il aux commandes du Real Madrid après l'élimination? La décision revient aux dirigeants à confier Carlo Ancelotti, disposé à poursuivre l'aventure à la tête de la Maison-Blanche. Pour le match de ce soir, je n'ai rien à reprocher. Je suis fier de mes joueurs à 100% et je les remercie parce qu'ils ont travaillé au maximum. Si le club est satisfait du travail que j'ai effectué pendant 2 ans, on peut continuer. Sinon, il devra prendre une décision. Pour moi, mon futur est déjà décidé. J'aimerais rester ici, mais je connais très bien le football et je sais que le club a le droit de changer d'entraîneur. Après 12 années d'absence, la vieille dame retrouve la finale de la Ligue des Champions avec la ferme ambition de s'offrir le trophée. Faire de l'Euro 2016 de football prévu en France une compétition populaire, tel est le but recherché par le comité d'organisation qui a sensiblement baissé les pieds d'entrée. Nous avons été depuis le départ sur la même longueur d'onde avec Michel Platini, c'est-à-dire veiller à ce que, dans toute la mesure du possible, l'Euro 2016 soit un euro populaire, c'est-à-dire accessible à un maximum de personnes. La marque distinctive, je pense, de cet Euro 2016, c'est ce billet d'entrée à 25 € pour 85% des matchs, c'est-à-dire pour 43 matchs sur 51, à savoir tous les matchs de groupe sauf le match d'ouverture et les huitièmes de finale. La mesure jugée exceptionnelle par le président du comité d'organisation est l'une des conditions pour assurer un succès populaire à l'événement. 25 € comme prix d'entrée, c'est assez exceptionnel, je pense, pour un événement du prestige et de la notoriété de l'euro, mais c'est, nous semble-t-il, depuis le début, l'une des conditions pour assurer d'entrée l'adhésion et, je l'espère ensuite, le succès populaire de l'événement. Tous les matchs de l'Euro 2016 seront accessibles pour moins de 100 €, et en l'occurrence, c'est même sensiblement moins que 100 €, puisque le tarif le plus élevé en 4e catégorie, en finale, c'est 85 €. Vainqueur de l'Euro 1984 à domicile, la France abritera pour la seconde fois la compétition majeure du football européen à l'échelle des nations.